Donc je vous propose de démarrer. Donc voici en gros, mais il y aura peut-être quelques changements, le programme. D'abord quelques résultats récents d'observation dans tous les domaines de l'astrophysique. La semaine prochaine, je parlerai un peu de la science prévisible avec les interféromètres et hypertélescopes. Je donnerai ensuite quelques nouvelles de notre construction d'un hypertélescope prototype dans les Alpes du Sud. Et puis de ce que pourrait être une version plus grande de 1 km environ dans des sites plus grands, peut-être en Himalaya. Ah, l'ordinateur s'endort. Et puis, je reviendrai sur une question dont j'avais parlé il y a quelques années, qui serait l'utilisation de micro-lentilles de planètes proches, éventuellement des planètes perdues. On s'aperçoit maintenant, on confirme maintenant qu'il peut y exister des planètes perdues entre les étoiles et qui pourraient peut-être être utilisées comme lentilles gravitationnelles et faire une focalisation par effet diffractif. Bon, et puis je reviendrai à la fin sur la recherche déjà entamée de présence de vie au-delà du système solaire. Et puis nous aurons probablement début mai 3 cours à l'Observatoire de Nice. Vous êtes bienvenus. Bien, alors, donc, il s'agit encore de mieux voir les étoiles, non pas dans leur ensemble, mais d'essayer de voir chaque étoile individuellement, du moins les étoiles proches, pour mieux comprendre comment elles fonctionnent, mais aussi de voir leurs planètes, dont on a découvert plus de 700 depuis une quinzaine d'années, essayer de voir si certaines peuvent porter de la vie, et puis au-delà, voir les objets plus lointains, les galaxies, l'univers lointain, les limites de l'univers connu. Bon, l'un des buts lointains, des conséquences lointaines de ce dont j'ai parlé, je continuerai à parler, ce serait faire ce que nous appelons des hypertélescopes qui, à terme, pourront être construits dans l'espace sous forme d'une flottille de petits miroirs, ayant soit chacun des microfusées pour les positionner de façon très précise, pour qu'ils soient tous sur un même miroir géant, sur une même surface géante, qui aurait un foyer ici sur une caméra, soit des tout petits miroirs, gros comme ça, qui seraient piégés par des rayons de laser, comme j'avais eu l'occasion de le décrire. Bon, et comme je l'ai déjà dit, si on a une flottille comme ça qui s'étend sur une centaine de kilomètres dans l'espace, eh bien, on peut en principe obtenir une image directe ici sur la caméra d'une exotère, c'est-à-dire d'une planète semblable à la Terre, qui serait par exemple à une dizaine d'années-lumière dans ce cas pour cette simulation, et où on verrait ce genre de détails, suffisamment de détails pour voir qu'il y a une tache verte à l'endroit de l'Amazonie ici et qu'éventuellement cette tache peut changer de couleur suivant les saisons, ce qui peut être un signe de vie. Bien. Nous sommes dans une phase où il y a actuellement de gros progrès entamés et en perspective en matière d'interférométrie et hypertélescope. Bon, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de faire des optiques géantes, des miroirs géants en petits morceaux. Bon, alors vous savez tous, une petite expérience très simple que tout le monde a pu faire. Vous regardez à travers un rideau les lampadaires qui sont allumés à l'extérieur, et vous constatez, voilà une photo faite à travers un rideau, d'un lampadaire double.
Un lampadaire double. Alors vous pouvez constater, alors évidemment c'est moins bon que s'il n'y avait pas de rideau, mais on constate que malgré le rideau, on devine que le lampadaire est double. Vous voyez, toutes les tâches de diffraction sont dédoublées, et on pourrait calculer, connaissant la structure du rideau, la disposition des trous, on pourrait calculer que, on pourrait déconvoluer cette image et faire une image un peu plus propre de la structure double. Bon, les insectes ont des yeux qui, contrairement aux nôtres, sont formés de microfacettes, des petites facettes de 80 microns. Et il semble que dans certains cas, l'œil d'insecte fonctionne un petit peu à la manière de ceci et produit une image meilleure que si les facettes travaillaient individuellement. Il semble qu'il y ait des effets d'interférence entre les facettes. Bon, mais enfin, c'est à préciser. Bien, alors, donc aujourd'hui, je vais parler de quelques résultats récents, et nous aurons un séminaire à 17h par François Reynaud de l'Université de Limoges, qui va nous parler de méthodes innovantes pour l'imagerie astronomique, haute dynamique et haute résolution, les hypertélescopes temporels et la conversion de fréquence des rayonnements lumineux. Bon, et ceci est le mont Wilson qui domine Los Angeles en Californie, sur lequel il y a depuis un siècle des télescopes qui bénéficient d'une très bonne turbulence. C'est là où l'ancêtre des interférométristes, Michelson, avait mis sa poutre de 7 mètres perchée en haut du télescope de 2,50 m qui est dans cette coupole. Et c'est là qu'actuellement se trouvent 6 télescopes de 1 mètre. Ceci doit en être un, et il y en a un autre là, et qui envoient toute leur lumière dans une station commune où les faisceaux sont recombinés pour faire un interféromètre avec des bases de l'ordre qui atteignent 300 mètres. Et c'est un instrument qui, depuis quelques années, donne des très beaux résultats et dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus. Bien, en 2 mots, qu'est-ce que c'est que l'interférométrie? Bon, en quelque sorte, c'est l'art de construire le télescope géant du pauvre, si l'on peut dire. C'est-à-dire, on aimerait bien construire un télescope géant de 1 km de diamètre, par exemple, parce qu'il permettrait d'avoir une résolution beaucoup plus élevée que les télescopes actuels, mais on ne sait pas le faire. Alors, on le fait en petits morceaux. Alors, voilà le miroir géant de 1 km, qui a la propriété de transformer une onde plane venant de l'étoile, une onde de lumière plane venant de l'étoile, en onde de lumière convergente, sphérique, qui vient converger, et tous les rayons arrivent en phase, ici sur la caméra qui est au foyer de la parabole, et donne une image parfaite de l'étoile. Alors parfaite au sens de la diffraction, c'est-à-dire que ce n'est pas un point lumineux infiniment fin, ça n'existe pas dans la nature, malheureusement. Ce serait bien commode parce que ça permettrait de distinguer 2 étoiles très proches avec une résolution infinie. En fait, la tâche, si on la regarde de près, est un peu agrandie par le phénomène de diffraction, mais elle est d'autant plus petite que le miroir est plus grand. Et c'est ça l'intérêt de faire un miroir très grand. Bien, alors si on remplace ce miroir géant par une mosaïque de petits miroirs, eh ben, ça marche presque aussi bien, à condition que tous les éléments soient exactement à la bonne hauteur, au 10e de micron près. 10e de micron près pour que les rayons lumineux arrivent à peu près en phase sur la caméra. Bon, et en pratique, les interruptions, là, causent une petite dégradation de l'image, mais enfin, ce n'est pas catastrophique. Vous voyez apparaître autour des anneaux de diffraction, vous voyez apparaître des renforcements qui perturbe un petit peu l'image. Enfin, ce n'est pas trop grave, on devine qu'il y a une deuxième étoile à côté, on aura une deuxième image identique à côté, superposée, et qu'on pourra distinguer les deux. Et si on a un objet compliqué, on aura une image quand même utilisable. Bien, alors, au minimum, ça marche encore si on n'a que deux éléments de miroir. Alors là, c'est vraiment le télescope géant du pauvre. Donc vous avez ces 2 éléments qui renvoient chacun à leur petite onde, et puis ici vous avez un effet d'interférence qui fait que l'image de votre étoile ressemble à ceci, ce qu'on appelle des franges d'interférence. Il y a des zones dans l'image où les 2 zones lumineuses interfèrent de façon constructive, la lumière se renforce. Et vous avez d'autres zones à côté où elle interfère de façon destructive, la lumière se détruit. La lumière
peut détruire de la lumière si elle est en opposition de phase. Bon, alors, si vous avez une deuxième étoile à côté de la première, ben vous superposez une deuxième figure identique à celle-ci, mais légèrement décalée. Bon, et avec un petit peu d'habitude, on arrive à distinguer on peut distinguer qu'il y a deux étoiles. Et on a la même résolution que dans ce cas-là, mais si on observe un objet complexe avec beaucoup d'étoiles, alors là, on n'y voit plus grand-chose. Tout se marche sur les pieds, le contraste diminue et c'est beaucoup moins bon. Bien, encore quelques rappels de choses dont j'ai déjà parlé. Comme vous savez, c'est Young Dr. Young, dans les années 1810, qui avait le premier amusé à regarder une source à travers deux petits trous. Vous percez deux petits trous d'aiguille espacés de moins d'un demi-millimètre dans une feuille de papier aluminium, vous placez ça contre votre œil et vous regardez une source brillante et petite. Et vous voyez les fameuses interférences comme ceci. Je vous recommande vivement cette petite expérience, c'est très amusant. Et puis vous pouvez mettre 3 trous, 4 trous, 5 trous. Il faut tous qu'ils soient dans 0,5 mm. Et plus il y a de trous, vous verrez, plus il y a de trous, mieux c'est évidemment. Bon, alors ça c'est le dessin d'origine qu'avait fait Young, où on voyait que chaque trou est la source d'ondes sphériques et qui se croisent à une certaine distance. Et c'est ça qui produit les interférences. Il y a des endroits où les ondes sont en phase, des endroits où elles sont en opposition de phase, et vous avez ces interférences-là. En lumière d'une seule couleur, monochromatique, vous avez des franges périodiques. Et en lumière blanche, elles ne sont pas périodiques. Il y a une frange centrale plus contrastée. Ensuite, c'est de moins en moins contrasté, comme on le voit là, à cause du fait que la période des interférences est proportionnelle à la longueur d'onde. Bien, alors, je ne vais pas revenir sur l'historique, avec les ancêtres, Michelson notamment. Depuis quelques années, l'interférométrie se développe beaucoup en astronomie, et chaque année est organisé un concours de beauté d'images reconstruites. Alors, si vous voulez participer à ce concours de beauté, il faut télécharger les données simulées d'observation à travers un interféromètre avec différentes dispositions des ouvertures qui vous donnent différentes bases interférométriques qu'on peut représenter comme ça. Et puis, on ne vous dit pas quel est l'objet observé. Bon, pour l'année 2012, il y avait deux objets. L'un, c'était une espèce de nébuleuse bizarre que voici, et l'autre, c'était une espèce d'étoile légèrement résolue que voici, dont on distingue quelques détails, mais pas beaucoup. Et le jeu consistait à faire des grands calculs. Alors, chaque équipe avait des algorithmes qu'elle expérimentait, un peu différents. Et le jeu consistait à essayer de deviner quel était l'objet inconnu, de reconstruire une image par le calcul. Alors, pour cet objet-là, ça n'a pas été fameux, les résultats. Voilà les différents résultats qui ont été trouvés. Pour cet objet-là, c'était un peu meilleur. Certains sont arrivés assez près de la vraie image, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Bon, et pourquoi est-ce si mauvais, si on peut dire? Mais c'est si mauvais parce qu'il n'y avait que peu d'ouvertures. Il n'y avait que deux ouvertures, disposées de différentes façons. Et tout le problème maintenant est d'arriver à faire fonctionner non pas deux ouvertures à la fois, mais 10, 100, voire 1000. C'est là qu'en sont arrivés les radioastronomes avec leurs antennes. Bon, je rappelle aussi que les interférences, ça existe dans la nature et ça peut servir à décorer. Par exemple, ces animaux ont des interférences spectaculaires. Quand vous changez l'orientation, ça change de couleur, c'est très joli, c'est fait pour être le plus tape à l'œil possible. J'en ai déjà parlé, je vais passer. Bon, je rappelle aussi que les trous d'épingle dans une feuille d'aluminium, on peut photographier. Vous prenez une feuille d'aluminium que vous mettez ici devant un appareil photo quelconque. Enfin, quelconque, il faut quand même un bon zoom, hein, un zoom assez costaud, une longue focale.
vous mettez votre papier d'aluminium avec des petits trous juste contre la lentille et vous photographiez une fausse étoile ou une fausse galaxie ou une fausse constellation. Ici, apparemment une façon commode et pas coûteuse de faire une fausse galaxie, une fausse constellation, vous prenez du papier aluminium, vous le froissez, et puis vous l'éclairez au soleil, et vous voyez plein de petites facettes brillantes qui vous font une magnifique constellation artificielle. Vous photographiez ça. Si vous n'avez que peu d'ouvertures, par exemple 15 ouvertures, vous ne voyez pas grand-chose. On devine à peine ici quelques points brillants. Si vous en avez 50, on commence à voir un peu quelques points brillants. Si vous en avez 235, ça commence à ressembler à quelque chose. 600, c'est déjà nettement mieux, mais vous voyez toujours un halo qui noie le contraste. Un peu comme le rideau, c'est presque la même expérience que le rideau, sauf que le rideau a des petits trous périodiques, qui noie le contraste, et ce halo est d'autant plus faible que vous avez plus d'ouvertures. Et si vous remplacez toutes ces petites ouvertures, si vous retirez l'écran ici, vous travaillez à pleine ouverture, à ce moment-là, vous avez une image plus classique où vous voyez votre rideau. Bien. Alors, revenons-en aux résultats d'observations d'hiver récents. Transit de Vénus devant le Soleil, c'était bien en 2012, l'expression, ou 2011, c'était 2012, oui. Ça se produit une fois par siècle. Nous serons tous morts pour le prochain. Et c'est très joli à observer. On voit une tache noire qui apparaît sur le Soleil et qui traverse tranquillement. Et ça peut être observé par un satellite dans l'ultraviolet à 304 angstroms. Et on voit à nouveau cette tache noire. Et dans le visible, on a pu observer aussi avec un coronographe pour obscurcir le Soleil qui est trop brillant. Et donc on voit l'émergence, on voit Vénus qui sort sur le bord, là, de minute en minute, ça sort un peu plus. Et alors on voit apparaître un arc lumineux au bord de Vénus. Alors ça c'est extrêmement intéressant parce que cet arc lumineux est dû à la réfraction de la lumière du Soleil par l'atmosphère, par la haute atmosphère de Vénus, qui agit un peu comme un prisme et qui dévie un peu la lumière. Et c'est pour ça que l'arc reste lumineux. Mais la lumière qui a traversé ainsi l'atmosphère de Vénus, elle est influencée au passage par les gaz de l'atmosphère. Et si on prend un spectre de cette lumière, eh bien, on retrouve les composantes de l'atmosphère de Vénus. De sorte que si on parvenait à faire ce genre de choses sur des planètes, des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes extérieures au système solaire, et on y arrivera peut-être dans quelques années, eh bien, on aurait avec un signal assez intense la composition chimique de l'atmosphère, ou du moins certaines raies, qui pourrait nous dire s'il peut y avoir des composantes liées à la vie, par exemple des molécules d'eau, d'ozone, d'oxyde de carbone, de CO2, etc. Donc c'est un but intéressant pour les hypertélescopes et interféromètres. Bon, alors, commençons par le Soleil. Bon, le Soleil continue à être observé, notamment par un satellite qui fait ces belles photos où on voit les protubérances solaires avec ces lignes courbées dans le champ magnétique du Soleil. Nous n'en sommes pas encore à voir ce genre de choses sur les étoiles, mais ça se fera peut-être un jour. L'un des mystères qui ne sont pas encore bien résolus, mais qui ont progressé récemment, c'est pourquoi est-ce que la couronne du Soleil, qui s'étend très loin, là-bas, et qu'on voit seulement quand il y a des éclipses, à moins d'avoir un coronographe, pourquoi est-ce que cette couronne est beaucoup plus chaude que le Soleil lui-même? Bon, donc il y a un mécanisme d'échauffement. Et bien sûr, on se posera les mêmes questions
pour les étoiles quand on sera capable de voir avec ce genre de détails. Alors, venons-en aux étoiles, qui sont, comme vous savez, des soleils plus lointains, mais des soleils de toutes sortes. Il y en a des plus chaudes, il y en a des plus froides, il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites. Il se passe toutes sortes de mystérieuses. Beaucoup ont des planètes. On s'aperçoit maintenant qu'en moyenne, chaque étoile a au moins une planète. Et on commence à découvrir des planètes qui sont dans la zone habitable, c'est-à-dire ni trop près ni trop loin, ni trop près pour ne pas être grillé, ni trop loin pour ne pas être congelé, et qui pourraient être comparables à la Terre au point de vue masse et orbite. Alors actuellement, les interféromètres commencent à produire un petit début d'images des étoiles où on commence à distinguer un peu de détails. Bon, et alors évidemment c'est une grosse stimulation pour rajouter des miroirs et avoir des images plus riches et plus riches en informations. Bon, et puis alors les théoriciens en profitent pour améliorer leur modèle, et ça fait une stimulation mutuelle de l'observation et de la modélisation qui fait avancer les choses assez rapidement. Surtout avec l'arrivée de la haute résolution qui permet de commencer à mieux voir les détails, en même temps que les spectres. On voit les détails et on peut voir le spectre de chaque détail, ce qui donne une information très riche. Bien, mais on n'en est pas encore à former des images riches. Bon, par exemple, voilà le genre d'image ou de modèle, plutôt. Ce n'est pas vraiment une image, c'est d'après des observations interférométriques, en faisant tourner un modèle physique de l'étoile, on arrive à former c'est pas vraiment une image, c'est pas non plus une vue d'artiste, c'est quelque chose qui est entre les deux. Hein? Bon, ça représente une étoile de type Be, c'est une étoile très chaude qui a des raies d'émission de l'hydrogène dans son spectre, ça veut dire émission, dont on a pu conclure que l'étoile était dans un espèce de disque, un peu comme les anneaux de Saturne, que voici. Bon, alors, les radioastronomes commencent à faire fonctionner un réseau d'antennes basse fréquence qui lui-même commence à donner des images, mais que lui a de nombreuses antennes et, en comparaison avec ceci, donne des images beaucoup plus riches en informations. Bon, et puis, nous avons également le démarrage depuis quelques mois d'un nouvel instrument qui est dans le désert d'Atacama au Chili, près de ce beau volcan, à 5000 mètres d'altitude pour être au-dessus de l'humidité atmosphérique, qui absorbe les longueurs d'onde millimétriques. Donc ça, c'est pour les longueurs d'onde radio très courtes, millimétriques et submillimétriques. Et il est prévu une centaine d'antennes. Pour l'instant, il n'y en a pas encore autant que ça. Mais déjà, ils arrivent à obtenir des images encourageantes, par exemple celle-ci, qui montre une étoile. Alors ça, c'est la vue d'artiste, vue donc avec les yeux de la foi, où on a une étoile ici, et semble-t-il, deux jets de matière qui alimente deux planètes en formation. Il y aurait une planète ici qui est en train de se former en recevant un jet de matière de l'étoile et une autre ici. Bon. Voilà une autre étoile vue par le même instrument qui apparaît au milieu d'une espèce de spirale de gaz, spirale un peu irrégulière, que voici. Donc ça, c'est vraiment les toutes premières images que fournissent ces instruments, mais on peut espérer qu'il va, lorsqu'il aura toutes ces antennes, il pourra faire beaucoup mieux. Et bien sûr, ce sont des détails qui sont trop fins pour pouvoir être vus avec une seule antenne. Hein. Ici, l'interférométrie est évidemment essentielle.
Vous savez qu'historiquement, c'est en optique que ça a commencé l'interférométrie avec Michelson, mais très rapidement, ça s'est heurté à des difficultés. Et puis après la guerre de 1940, les radioastronomes, la radioastronomie des marais, notamment avec le concours des anciens spécialistes constructeurs de radars de la guerre de 1940, les radioastronomes se sont aperçus qu'en pointant une antenne vers le ciel, ils recevaient des signaux du Soleil. Et puis ils ont eu l'idée de mettre une deuxième antenne et ils se sont aperçus qu'ils pouvaient résoudre un peu. Ils avaient des interférences, ils pouvaient résoudre un petit peu le Soleil. Et puis ils ont mis une troisième, une quatrième, et puis ils ne veulent plus s'arrêter. Et maintenant, ils en sont à parler de mettre 10 000, voire 30 000 antennes fonctionnant ensemble pour avoir des images plus riches. Alors pour ça, ils ont dépassé ce que faisaient les opticiens. Mais il se peut qu'on arrive maintenant en optique à utiliser aussi de nombreux éléments d'ouverture, des miroirs, qui servent d'antenne. Bon, alors, autre résultat récent, Algol. Vous avez entendu parler d'Algol, il paraît que ça veut dire le monstre en arabe. Les anciens avaient apparemment déjà remarqué que tous les 3 jours, elle s'éteint. Enfin, elle ne s'éteint pas complètement, elle s'éteint partiellement, et cela avec la régularité d'une horloge. Bon, alors ils croyaient que c'était un monstre, mais maintenant on dit que c'est peut-être pas un monstre, que c'est probablement une étoile double. L'une tourne autour de l'autre et passe devant bien régulièrement tous les 3 jours. Et quand elle passe devant, comme elle est moins brillante, elle obscurcit l'autre. Bon, et puis en chronométrant de façon précise ces éclipses depuis un siècle, on s'est aperçu qu'il y avait une légère irrégularité. C'est parfaitement régulier, mais avec une légère variation périodique qui dure avec une période de l'ordre de plusieurs dizaines d'années. Bon, d'où a été conclu qu'il devait y avoir un troisième larron dans le système qu'on a baptisé Algol C, sans le voir. Donc Algol A et B, c'est les 2 étoiles qui s'éclipsent. Et Algol C, c'est le troisième larron, et c'est seulement dans les années 75 qu'on a pu le voir. C'était au Mont Palomar, lorsque je démarrais les observations interférométriques, on a pu détecter Algol C. Bon, alors maintenant, mais pendant longtemps, la paire centrale, ici, Algol AB, ne pouvait pas être résolue par les instruments, mais depuis quelques années, c'est résolu, et on arrive donc maintenant à résoudre l'ensemble du système, à étudier les orbites. Alors voilà par exemple le système central AB, voilà l'orbite de B relative à A. Vous voyez qu'on commence, voilà les cercles, ça représente les barres d'erreur, les incertitudes, et vous voyez qu'on commence à avoir une assez bonne précision. Bon, tout récemment, 2013, une céphéide binaire ou triple a été résolue par l'interféromètre Chara, c'est celui dont je parlais, qui est au mont Wilson caché dans les arbres, là. Il y a des tubes qui rejoignent les télescopes, des tubes gros comme ça, qui rejoignent plein de vides, si l'on peut dire, qui rejoignent les télescopes vers la station où on recombine les rayons. Il y a des grandes lignes à retard optique qui sont une espèce de chariots à roulettes portant des miroirs, pilotés sur des rails de 100 mètres de long avec une précision de quelques microns. Ça coûte très cher, mais ça marche très bien. Et avec des bases atteignant 300 mètres. Et donc, tout récemment, alors les étoiles céphéides, ce sont des étoiles très chaudes, très grosses, et qui ont la propriété de se gonfler et dégonfler avec la régularité d'une horloge ou presque, une fois par semaine. Bon, et on sait depuis longtemps, depuis un siècle, que plus elles sont lumineuses, plus c'est rapide, à moins que ce soit le contraire. Mais enfin, disons, il y a une relation entre la période des gonflements et
la luminosité de l'étoile. Et alors ça a servi de pied à coulisses, si on peut dire, de calibration pour calibrer l'échelle de l'univers quand on s'est aperçu que d'autres galaxies que la nôtre contenaient aussi des étoiles céphéides, qu'on a pu chronométrer leur période, en déduire leur luminosité réelle et mesurant leur luminosité apparente, ça donne la distance de la galaxie. Donc ça a servi d'échelle pour mesurer l'univers, et c'est là-dessus qu'étaient basées toutes nos connaissances sur les dimensions de l'univers. Bon, donc c'est très intéressant de préciser un petit peu les propriétés de ces étoiles, et le fait d'avoir pu résoudre une céphéide binaire a permis d'avancer un petit peu. Tout récemment aussi, 2013, on a découvert des signes précurseurs quelques jours avant l'explosion d'une supernova. Vous savez qu'une supernova, c'est une étoile qui produit une explosion épouvantable, extrêmement spectaculaire, qui casse tout. Si ça arrivait au Soleil, on grillerait en très peu de temps. C'est dû à l'écroulement, croit-on, à l'écroulement de l'étoile une fois qu'elle a fini sa combustion de fusion nucléaire. Il n'y a plus rien à ce moment-là, il n'y a plus la pression de radiation de la lumière qui maintient l'enveloppe à l'extérieur de l'étoile, l'atmosphère de l'étoile, il n'y a plus rien qui la soutient, et à ce moment-là, elle s'écroule, attirée par la gravité de la partie centrale. Et ça amorce une nouvelle série de réactions nucléaires extrêmement violentes, extrêmement brutalement, qui éjectent beaucoup de matière. Bon, vous savez que les Chinois, en 1054, avaient observé une explosion, enfin une nouvelle étoile apparue brusquement dans le Crabe, la constellation du Crabe, qu'ils avaient noté soigneusement la position, et qu'exactement à cet endroit, aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle la nébuleuse du Crabe, qui est une espèce de nuage relativement brillant. Est-ce que c'est exactement au centre de cette nébuleuse qu'on a trouvé un clignotant qui s'allume, et c'est un 30 fois par seconde avec la régularité d'une horloge, qui est le fameux pulsar du Crabe, magnitude 18, et qui semble être un gyrophare, comme les gyrophares d'ambulance, un machin qui tourne comme une toupie et qui a une face plus brillante que l'autre. Et quand on voit la face brillante, eh bien, alors la modulation de lumière qu'on voit, elle vient de ce phénomène. Bon, c'est une étoile, c'est d'après ce qu'on croit, une étoile à neutrons en rotation. Bien, alors, donc, ces auteurs ont pu voir que 40 jours avant la supernova, et apparemment, par un heureux hasard, ils observaient l'étoile 40 jours avant, sans savoir qu'elle donnerait une supernova. Et ils ont vu un changement dans la magnitude et dans le spectre je crois aussi, oui. Et puis 40 jours plus tard, ça a explosé, ça a donné une supernova. Bon, et puis alors, ils pensent qu'il y a eu une première enveloppe qui s'est éjectée 40 jours avant. Alors on ne sait toujours pas sur Terre, on ne sait toujours pas prédire les éruptions volcaniques, mais si on arrive à prédire les supernovas, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça nous donnera le temps de nous sauver en cas de supernova sur le Soleil. Bon, alors les planètes des étoiles, qu'on appelle les exoplanètes. Alors cette année, il y a eu une jolie expérience de spectroscopie sur l'un des télescopes de 8 mètres européens au Chili, à haute résolution, qui a permis d'observer une raie d'absorption de la planète. La planète est éclairée par son étoile et elle absorbe certaines longueurs d'onde. Et là, c'est une raie d'absorption due à la molécule d'oxyde de carbone. Et ça a pu être détecté par le spectrographe avec une très bonne précision, et ça a donné des données très, très, très intéressantes et très riches. Et notamment, ça a permis pour la première fois de connaître de façon très précise la masse de la planète en question, qui est ceci.
presque 6 fois la masse de Jupiter, avec une bonne précision. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'ici, le peu d'informations qu'on avait sur les spectres des exoplanètes, c'était dans les cas où la planète passait devant son étoile et où on pouvait, le spectrographe, on pouvait voir la contamination du spectre de l'étoile par les raies de la planète, les raies d'absorption de la planète. Bon. Alors que là, ce n'était pas une occultation comme ça, la planète apparaissait à côté de l'étoile, et il y a quand même eu assez de sensibilité pour arriver à voir ce phénomène. Alors, vous savez que ces exoplanètes qu'on observe depuis une quinzaine d'années, il y a quelques cas où on a pu former des images grâce à un coronographe, un instrument qui arrive à retirer, à éteindre l'étoile. On est normalement ébloui par l'étoile extrêmement intense, qui peut être 1 milliard de fois plus intense que la planète. Et le problème est de ne pas être ébloui et de ne pas avoir un voile de lumière parasite qui cache la planète. On y arrive avec des techniques qu'on appelle coronographiques. Et on obtient ce genre d'image où l'étoile est noircie et où on voit la planète. Bon, ça avait été découvert par Anne-Marie Lagrange et Gaël Chauvin. Anne-Marie nous avait fait un séminaire l'an dernier, je crois. Et puis, d'autres résultats du même genre ont été obtenus récemment. Alors, une autre façon de voir les exoplanètes, c'est par la spectroscopie. Alors, en regardant le mouvement de l'étoile-mère. Bien souvent, on ne voit pas la planète, mais on voit bien l'étoile-mère. On peut prendre des spectres, et avec des spectrographes très, très sensibles, on arrive à voir que l'étoile-mère a un mouvement d'oscillation comme ceci. Elle s'approche et s'éloigne de nous. À cause de l'attraction de la planète. La planète, en tournant autour, tire en quelque sorte par la gravité, tire en quelque sorte un peu sur l'étoile, la force à bouger légèrement, et c'est ça qu'on détecte sans voir la planète. Et beaucoup de planètes ont été découvertes, notamment les premières, ont été découvertes de cette façon. Bon, alors, tout récemment, enfin non, ça remonte à 2011 quand même, a pu être découverte une planète comme ça à côté d'une étoile qui a eu une phase géante rouge, c'est-à-dire que l'atmosphère s'est énormément gonflée. Vous savez que si ça arrivait comme l'étoile Bételgeuse, qui est une atmosphère immense, vous savez que si Bételgeuse était à la place du Soleil, nous serions dans l'étoile. Ce serait à peine plus confortable que d'avoir une supernova. Bon, alors, à propos de supernova, il y a une autre catégorie un peu différente d'explosions d'étoiles extrêmement violentes qui donne ce qu'on appelle les sursauts gamma. Alors, vous savez qu'à l'origine, pendant la guerre froide, les Américains avaient lancé un satellite avec un détecteur de rayons gamma pour essayer de repérer les explosions nucléaires soviétiques et pour l'application du premier traité de limitation. Et que ce satellite a découvert des explosions, et puis ils se sont aperçus au bout de quelques temps que ce n'était pas un coup des soviétiques, mais que ça venait du ciel. Ça venait du ciel, c'est ce qu'on appelait les sursauts gamma. Et c'est devenu un sujet d'étude très, très intéressant. Il y a maintenant des satellites spécialisés, et il y a beaucoup d'amateurs qui ont des petits télescopes qui se pointent instantanément sur un sursaut gamma quand ils reçoivent l'alerte. Le satellite envoie une alerte en disant « ça y est, il y a un sursaut gamma qui est apparu ». Et en quelques secondes, des dizaines d'amateurs ont leur petit télescope qui se pointe automatiquement dessus, plus quelques professionnels qui ont des plus gros télescopes, qui se pointent automatiquement dessus pour prendre des spectres et faire de la photométrie. Et ça a permis de progresser beaucoup parce que ces sursauts gamma, ils émettent des rayons gamma que détectent les satellites, mais ils émettent aussi de la lumière. Et cette lumière, alors le sursaut gamma, quelquefois, dure quelques secondes ou quelques heures.
mais la lumière peut durer quelques semaines ou quelques mois. Bon, on n'a pas encore très bien compris comment ça marche. Bon, en gros, une étoile, alors ça semble être quelque chose d'analogue à supernovae. Une étoile explose, il se forme peut-être un disque, et un jet de chaque côté, suivant l'axe du disque. Et si ce jet vise nous, la Terre, eh bien, on le voit beaucoup plus intense que s'il vise à côté. Bon, et certains pensent même que si un sursaut gamma se produit pas trop loin de nous et qu'on est dans le jet, ça risque de griller toute vie sur Terre. Et certains pensent que ça s'est déjà passé autrefois, notamment à l'époque où les trilobites ont disparu. Les trilobites, c'est une espèce de crabes qui n'ont pas de pince. Et alors, il paraît que brusquement, elles ont toutes disparu, alors que les bêtes qui nageaient plus en profondeur dans la mer n'ont pas disparu. Et ce serait parce que les trilobites auraient été grillés par un sursaut gamma, et pas celles qui étaient en profondeur parce qu'elles étaient protégées. On peut d'ailleurs se demander, vous savez qu'au fond des océans, il y a quelques oasis de vie qui sont les sources hydrothermales. Vous avez de l'eau chaude et chargée en produits chimiques, l'énergie des réactions chimiques est exploitée par différents animaux qui arrivent à survivre là sans aucune contribution de photosynthèse. Bon, alors peut-être que quand il y a un sursaut gamma, tout grille sur Terre, sauf ces bêtes qui sont profondément au fond de l'eau et qui peuvent tenir le coup là pendant un certain temps. Alors, les amas globulaires. Les amas globulaires sont une espèce d'essaim de 100 000 étoiles ou plus, spectaculaires, qui se trouvent dans la banlieue des galaxies, dans la banlieue et en particulier de notre galaxie, aux alentours de notre galaxie. Bon, alors il reste encore très mystérieux, et aux dernières nouvelles, enfin 2010 quand même, l'un d'entre eux, l'un des plus spectaculaires, Omega Centauri, pourrait contenir un trou noir géant au centre. Bon, à quoi ça se voit? Ça se voit parce que les étoiles qui sont proches du centre ont un mouvement endiablé, elles tournent très vite, elles orbitent très vite. Si elles orbitent très vite, ça veut dire qu'il y a une masse très importante au milieu, et si on ne la voit pas, cette masse, ça veut dire qu'elle est noire, et ça peut être ce qu'on appelle un trou noir, c'est-à-dire une masse très concentrée, tellement concentrée qu'elle dévie la lumière et que la lumière ne peut plus s'en échapper. Voilà une vue d'artiste d'un trou noir. Alors vous savez aussi qu'on se rend compte de plus en plus que les galaxies elles-mêmes, qui sont beaucoup plus grandes que les amas globulaires, ont en leur centre un trou noir extrêmement massif, une masse correspondant à des millions de fois la masse du Soleil. Et notamment dans le cas de notre galaxie, on sait depuis quelques années qu'il se passe des choses bizarres dans son centre. On détecte effectivement quelques étoiles proches de la région centrale et qui tournent extrêmement vite, ce qui a permis de calculer, d'après la période de rotation, ça a permis de calculer la masse invisible qui se trouve au centre de cette partie-là et qui correspond effectivement à des millions de fois la masse du Soleil. Bon, par exemple, là, c'est même des milliards, 10 milliards de fois la masse du Soleil. Alors, on commence à obtenir quelques images du centre de notre galaxie. Alors, le centre de notre galaxie n'est pas observable en lumière visible parce qu'il y a des nuages de poussière qui nous le cachent. Par contre, on le voit bien en infrarouge qui passe à travers, et on le voit en rayons X qui passent à travers aussi. Ça, c'est vu, photographié par le satellite X Chandra. Et récemment, on a pu voir qu'il y a par moments des éclats de lumière qui proviennent de ce centre, de ce mystérieux centre, qui pourraient être dus à la chute de quelque chose dans le trou noir,
et au moment où il entre dans le trou noir, il pourrait y avoir un relâchement d'énergie sous forme de lumière. Alors nous aurons bientôt un séminaire par un collègue italien, Valerio Bozza, qui s'intéresse au trou noir central de la galaxie, qui est ici, et aux effets de l'antigravitationnel qu'il pourrait produire. Bon, vous savez que si vous avez une masse très importante et que vous avez un rayon de lumière ici, là il est en pointillé rouge et là il n'est plus en pointillé, il est noir, qui vient vers nous, nous on est là, eh bien ce rayon de lumière est courbé par l'effet de la masse. Bon, ça s'explique bien par la relativité générale d'Einstein, mais c'était déjà, les gens y avaient déjà pensé avant Einstein. Et bon, ça a pu être vérifié sur le Soleil à l'occasion d'une éclipse au début du XXe siècle. Et alors, si vous avez une source lointaine derrière ici, qui envoie ce rayon de lumière, eh bien, vous voyez cette déviation, c'est-à-dire que vu d'ici, vous voyez l'étoile dans cette direction-là, ici, selon cette ligne rouge. Non, vous la voyez selon cette direction-là, la ligne noire, alors que sa direction réelle serait la ligne rouge là. Bon. Mais si l'étoile est beaucoup plus proche, si elle est ici, par exemple, en S, eh bien, la déviation apparente est beaucoup plus faible, parce que la direction que vous voyez, c'est cette direction-là, et sa direction réelle, c'est celle-là. Donc l'angle ici est beaucoup plus faible. Donc ce genre d'effet devient beaucoup plus difficile à voir pour une source proche du centre galactique que pour une source très lointaine derrière. Bon, et à la limite, si la source lumineuse est ici, vous ne voyez aucune déviation. Bon. Mais d'après les calculs des collègues italiens, il y a quand même des effets extrêmement intéressants à observer par exemple pour ces étoiles proches qui tournent autour du trou noir ici. Alors, ces noyaux actifs de galaxies qui contiennent des trous noirs géants commencent à être observés par interférométrie. Alors jusqu'ici, l'interférométrie commençait à marcher sur les objets brillants, les étoiles brillantes, et maintenant ça commence à déborder un peu sur les objets plus faibles, que sont des galaxies extérieures. Et peut-être que dans quelques années, on pourra observer en haute résolution les objets les plus faibles qu'on connaît actuellement, quand on aura des grands hypertélescopes. Bon, alors par exemple, il y aura une quinzaine maintenant de noyaux actifs de galaxies qui sont observés par interférométrie, comme le dit ce collègue du Max Planck. Alors, il y a aussi des progrès intéressants, des observations, non pas interférométriques, mais des observations de grands télescopes de 8 mètres et 10 mètres, équipés pour corriger la turbulence de l'atmosphère. Alors, vous savez que depuis une bonne dizaine d'années, on arrive à équiper ces télescopes d'un petit miroir déformable qui se déforme en quelques millisecondes pour corriger la déformation de l'onde à travers les bulles d'air chaud qu'elle traverse dans l'atmosphère, mais que ça ne marche que pour des étoiles assez brillantes, suffisamment brillantes pour pouvoir mesurer en un millième de seconde ces déformations de l'atmosphère et pour pouvoir les corriger, mais que on peut créer une étoile, là, quand on n'a pas d'étoile brillante, on peut en fabriquer une artificiellement avec un puissant rayon de laser qu'on envoie vers le ciel. Vous avez un petit télescope auxiliaire perché sur le grand télescope, avec un puissant laser, qui envoie un rayon vers le ciel en direction de la source qu'on peut observer, qui peut du coup être une source très faiblement lumineuse. Et à 100 km d'altitude se trouve une couche
d'atomes de sodium qui proviennent peut-être de la désintégration des météorites qui tombent de l'espace, des grains de sable, de poussière météoritique qui tombent de l'espace. Et si le laser émet exactement la longueur d'onde de résonance spectrale du sodium, eh bien, ça fait un point brillant dans le ciel qu'on peut utiliser comme si c'était une étoile naturelle pour activer le système d'optique adaptative. Bon, alors, depuis quelques années, ça donne de très beaux résultats en permettant de faire de la haute résolution sur des sources faibles. Alors, ça, c'est le télescope Keck, 2 télescopes de 10 mètres à miroir mosaïque qui sont perchés sur une montagne à Hawaï. Ils vont tous les deux être équipés, enfin, jusque récemment, il n'y avait qu'un seul laser, mais bientôt, il va y en avoir un deuxième. Je ne sais pas si ça existe déjà ou si c'est une anticipation. Pour l'instant, ce sont des résultats avec un seul télescope. Hein. Bon, et nous essayons d'extrapoler le principe pour travailler avec un grand nombre d'ouvertures pour les hypertélescopes. Bon. Alors voilà encore ces rayons de laser qui travaillent maintenant de façon routinière à Hawaï. Là, vous avez une pause longue d'1 heure peut-être où on voit chaque étoile qui fait une traînée. Bon, ça a permis par exemple de détecter une planète de plus dans le système solaire grâce à une image de meilleure qualité. J'en avais déjà parlé l'an dernier. Voilà quelques autres images récentes obtenues sur des objets faibles grâce à cette étoile laser. Par exemple, une étoile naine brune binaire. Naine brune, c'est très peu lumineux. Et une étoile géante. Bon, encore, grâce à cette étoile guide laser, voilà quelques images du centre de notre galaxie où se trouve le mystérieux trou noir géant et où on voit qu'il se passe des choses. Vous avez une série d'images où vous voyez apparaître une source supplémentaire, elle apparaît et puis elle disparaît après, en 1 heure. Tout ceci en 1 heure. Et là, tout l'ensemble du champ fait 1 seconde d'arc. Alors, 1 seconde d'arc, c'est la résolution classique des télescopes limitée par l'atmosphère. C'est-à-dire que depuis 1 siècle ou 2, on n'avait jamais d'image plus nette qu'1 seconde d'arc à cause des effets de l'atmosphère. Et même en mettant des miroirs très grands, ils ne donnaient pas une meilleure résolution qu'un petit télescope d'amateur grand comme ça, parce qu'1 seconde d'arc, ça correspond à la diffraction d'une ouverture de 12 cm dans le visible. Donc tout télescope plus grand, il était plus lumineux, il donnait des images plus lumineuses, mais il ne donnait pas d'images plus nettes. Bon, alors, et enfin, maintenant, avec ces techniques d'optique adaptative et d'interférométrie, on peut voir des choses plus petites qu'1 seconde d'arc. Donc classiquement, on n'aurait rien pu voir de plus fin que l'ensemble de l'image. Et maintenant, on voit des détails beaucoup plus fins. Encore quelques résultats du télescope Keck avec ce laser. Vous avez une galaxie pour laquelle on commence à voir des détails, et en particulier, on devine à peine visible un petit morceau d'arc ici, dû à l'effet de lentille gravitationnelle, une étoile située en arrière de la galaxie, très loin, à ces rayons qui sont déviés par la masse de la galaxie, et c'est ça qui engendre cet axe un petit peu comme les vitres, les anciennes vitres où il y avait des grumeaux. Si vous regardez un lampadaire qui est derrière, vous voyez apparaître un cercle autour du grumeau. Des vitres comme ça, il y en a dans le hall d'entrée du collège, ici. Et si vous regardez de près, vous verrez des grumeaux. Si vous voyez un lampadaire derrière, vous verrez ce genre d'anneau.
Là, ce n'est pas dû à la masse du grumeau, c'est dû à l'effet de prisme de lentille du grumeau. Et alors, ça peut être fait à différentes longueurs d'onde, et on voit que l'arc est plus visible en lumière visible qu'en infrarouge. Donc, ça donne des informations intéressantes. Et enfin, je vais m'arrêter là, mais enfin, une dernière série d'images obtenues au télescope Keck avec le laser, où vous avez une galaxie lointaine, et puis est apparue une supernova, ici, c'est-à-dire est apparu un beau jour, brusquement, en un jour, un point brillant un peu faiblard, mais un point brillant tout de même, ici. Ici, on ne le voit pas bien là, parce qu'il est saturé. Bon, ce sont des images négatives. Hein. Et un an plus tard, est apparue une deuxième supernova ici. Bon, je crois que c'est la première fois qu'on voit un intervalle de supernovas dans une même galaxie. Bon, traditionnellement, on disait que les supernovas, il y en a une par siècle et par galaxie. Bon, et puis alors là, ils se sont amusés à soustraire les deux images, ce qui permet d'effacer tout, sauf la partie qui a changé, c'est-à-dire ces deux supernovas. Bon, et puis là, voilà une autre image d'un champ d'étoiles où on voit, vous voyez la résolution, l'échelle, là, 2 secondes d'arc. Vous voyez une seconde d'arc ici, une seconde d'arc ici, et les tâches sont plus petites, sont à peu près à 10e de seconde. Donc ça, c'est grâce à l'optique adaptative. Et là aussi, vous avez 2 secondes ici et des images beaucoup plus petites, ce qui prouve que l'optique adaptative a vraiment amélioré énormément l'image, ce qui permet de voir des sources plus faibles. Bon, et puis voilà encore une galaxie double contenant un trou noir. Bien, je vais peut-être m'arrêter pour aujourd'hui. Enfin, c'est en conclusion, ces nouvelles techniques-là ont permis d'améliorer beaucoup. Alors, c'est l'histoire d'étoiles guides laser. Donc, vous gagnez, vous êtes encore limité par le diamètre d'un grand télescope, les grands télescopes disponibles, 10 mètres maximum actuellement. Mais si on arrive à faire le même genre de choses avec les hypertélescopes, eh bien, on pourra encore gagner peut-être un facteur 100 en résolution, ce qui augure de grandes possibilités d'autres découvertes. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui et vous aurez peut-être quelques questions.